Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Twitch de la Garde de Nuit, l'association française de fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Aujourd'hui, on parle lecture avec un nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, notre club de lecture mensuel. Et on parle donc littérature de l'imaginaire. Je suis Nymphadora et je suis avec Namande et avec Schrödinger. Et coucou. Et ce soir, on va parler de Pallas de Marine Carteron. Mais avant ça, il est temps d'annoncer peut-être le prochain Twitch. Attends, et on a mal révisé, donc je suis même pas sûre de pouvoir vous dire quelle est la date exacte du prochain Twitch. Bougez pas, mais je vous mets la petite image. Je fais la recherche aussi. C'est le cirque interdit le 18 avril. Voilà, le 18 avril. Donc c'est le cirque interdit de Célia Flo, qui est de la SF Young Adult. Comme la couverture l'indique, ça se passe dans un univers de cirque, un peu façon freak show et compagnie. Mais je crois que si j'ai tout bien suivi, il y a aussi des histoires de post-apocalyptique, ou de trucs un peu comme ça. Enfin, en tout cas, je sais pas, parce que moi, je le lis pas. C'est John, Yoda et Willa que vous retrouverez sur ce Twitch-là. Donc, c'est eux qui vous raconteront ce qui se passe dans ce bouquin-là. Mais en tout cas, rendez-vous donc le... Combien 18 avril 18 avril. Voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et le temps de faire venir tous nos petits amis qui viendront nous écouter parler de Pallas, qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci? Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire? Namande, dis-nous tout. Eh bien, moi, j'ai lu Sylvaxis de Wilfrid Renaud aux éditions Rivière Blanche, qui est un bouquin de SF. Je l'ai pas lu depuis très très longtemps. Et c'est hyper intéressant puisqu'on est dans un monde, plus particulièrement dans une ville qui s'appelle Urbacor, qui est entourée d'une forêt pas très très cool qui s'appelle le Sylvaxis. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en Urbacor, on va contrôler les masses avec les hormones. C'est-à-dire que plutôt que de s'embêter à les surveiller, des caméras, des notes, des machins, on va plutôt orienter les réactions de chacun et leurs pensées via les hormones. Par exemple, si pour susciter la faim, on va vous mettre devant une pub de restaurant et vous mettre des hormones faim. Elles ont toutes des noms, c'est ça qui est hyper bien dans bouquin, elles sont toutes décrites au début. Je vous embête pas avec tous les noms scientifiques. Et dans le bouquin, elles sont aussi très bien décrites. T'as pas besoin à chaque fois de faire des allers-retours pour qu'il y en ait. Donc bref, on te donne envie de manger, tu vas au resto. Et on va, la monnaie, en fait, là-bas, c'est justement les hormones. Pendant que tu manges, on va te brancher au réseau. Et tout ce qui est déterminé comme étant trop de sensations de faim et de plaisir va partir sur la banque. Voilà. Si dans la rue, tu es en colère alors que tu ne sais pas, il y a un radar qui va te repérer et qui va te faire passer sous une bourse, te demander d'aller à la bourse pour rééquilibrer ton traitement hormonal. Ce qui fait qu'en fait, les masses ne n'ont plus de libre arbitre. Les rapports sexuels, amoureux sont contrôlés et tu vas suivre le destin de 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes qui évoluent dans ce monde-là. Et la question, c'est est-ce que le Sylvaxis pourrait être la solution pour quitter cette cité où le libre arbitre n'existe plus. C'est un petit côté 1984. Ah, c'est ce que certains me disent quand je leur en parle, mais comme je ne l'ai pas lu, ça fait que... D'accord. Mais c'est très chouette, l'écriture est vraiment fluide et en fait, ton rapidement, ton enchaîner. Moi, je l'ai à la maison, donc du coup, je compte le lire aussi. Il est sur ma très très longue pile à lire, mais les bons avis le remontent. Bon, et toi, du coup, Schrödi, tu nous recommandes quoi? Eh ben moi, j'ai lu le tome 2 de... Alors, il faut que je le dise dans le bon ordre, je me trompe à chaque fois. C'est L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein. Le tome 1 était sorti en septembre 2022 et là le tome 2 est sorti en février 2023.
pour une fois, c'est un diptyque. Enfin, j'ai lu surtout ces one-shots à Aurélie Wallenstein. Et bon, là, je vais pas trop parler de l'histoire du tome 2, vu que ça suit le tome 1. Mais donc ça se passe dans un royaume dont j'ai oublié le nom, qui est pas en très bon état, vu qu'il est infecté par des animaux. Je vais pas nommer ces animaux par respect Merci. pour notre présentatrice. Mais bon, si vous cherchez, vous verrez très très rapidement c'est quoi ces animaux. Et les pires animaux du monde. oui, clairement. Faites attention si vous avez cette phobie-là. Bon, je m'en suis sorti. Faut juste pas trop réfléchir quand vous lisez certains passages. Pas s'imaginer les choses, quoi. Donc bref, ce royaume, il est infecté par ces animaux-là, en fait, qui prennent aussi la forme de sorcières. Donc il y a un peu l'imaginaire et l'imagerie de la sorcière et de la chasse aux sorcières. Et on va suivre dans ce royaume 3 personnages assez différents. Il y a une jeune femme dont la mère a été accusée d'être une sorcière et elle s'est faite brûler. Un jeune garçon qui est un peu qui est pas très intelligent et qui se fait chahuter et frapper et moquer par tous ses petits camarades. Et puis un ancien soldat qui était dans les rangs de l'Inquisition. Donc l'armée religieuse qui va cramer des sorcières. Et bon, lui, il s'est échappé des rangs de l'armée et il est traumatisé par tout ça. Et bref, on a ces 3 personnages-là. Ils vont peut-être ou peut-être pas se rencontrer et faire des choses ensemble. Et bon, comme à chaque fois avec Wallenstein, c'est assez violent, c'est plutôt sombre, mais c'est aussi à chaque fois des récits assez très intéressants, très prenants, qui parlent notamment de résilience. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, surtout que sur 2 tomes, elle a le temps de encore plus développer ce qu'elle fait à chaque fois, la psychologie des personnages, leurs relations. Et là, en 2 tomes, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Voilà. Alors Yoda nous demande si c'est joyeux comme un Aurélie Wallenstein. Ouais, exactement. Non, c'est pas le plus pire. Mais oui, bon, après, je vais pas spoiler la fin, mais je trouve, on en tire des bonnes choses, quoi. C'est pas totalement déprimant. C'est quand même pas un livre pour moi. J'ai décidé qu'il fallait pas. Là, on va. Ok, ça se note dans le désespoir, donc. Non, mais en même temps, on te connaît, je redis, tu lis que des livres déprimants. Hein. Franchement, là, je suis en train de lire un livre que tu nous as conseillé. C'est tellement déprimant. J'en ai été à un point où il a fallu que je saute tout un chapitre tellement c'était badant. C'est lequel que j'ai lu ça? L'été où tout a fondu. Horrible. C'est très badant. Ah ouais. Il est pas. Et j'imagine que c'est pas fini, mais voilà. Bon courage. Bon, mais en attendant, est-ce qu'on parle d'un livre badant ce soir? Non. Hop. Voilà, je mets la petite couverture. Et j'enlève la couverture de la reco. Hop. Une très belle couverture. Et, ouais. Et du coup, on va parler donc de Palace. Qui est-ce qui nous raconte ce qui se passe dans Palace? Je redis, d'amande, qui se jette à l'eau? Je peux, si vous Vas-y. voulez. Donc c'est un livre de Marine Carceron. Il parle de mythologie grecque. C'est vaste comme sujet. Sauf que ça se passe avant la guerre de Troie. Et donc c'est les raisons qui ont amené à la guerre de Troie. Très centré sur des points de vue féminins, que ça soit immortel ou mortel d'ailleurs. Et je sais pas comment trop en dire sans trop se poser. Parce que ce qui est difficile avec la mythologie grecque, c'est qu'on a tous des bases un peu dessus. Mais je sais pas vous, moi j'en avais beaucoup moins sur ce qui se passe avant Troie. Là, j'en avais jamais entendu parler comme figure grecque. Pareil. C'est vraiment une période. En général, tu connais la guerre de Troie. Tu connais après les. Ouais. Et je sais pas si tu connais. 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 Ouais. Et je sais pas si tu connais
Ouais. Je m'échappe, c'est horrible.
Ulysse. Voilà, tu connais Ulysse, tu connais les dieux majeurs et certaines scènes de leur histoire, mais ça. Bah, là, tu croisais Hercule et les Argonautes aussi. Donc pareil, ça, Oui. tu les connais. Mais, Mhm. ouais, alors on demande sur le chat quelle était ma reco à moi. Alors ouais, non, j'ai pas fait de reco parce qu'en fait, on s'est vu il y a 2 semaines et qu'en 2 semaines, j'ai pas eu le temps de lire de livres qui m'a suffisamment plu pour avoir une nouvelle reco. Désolé. Voilà, je suis en grève. Hop. Mais donc, revenons à nos moutons et à nos palaces. Et ouais, non, c'est vrai que du coup, c'est quand même une période de la mythologie qu'on connaît très mal. Je sais pas, toi, que je redis si t'avais des notions sur le Palladion, sur le pré-guerre de Pas du Troie. tout. Pas du tout. Et c'est vrai que la manière dont c'est raconté et le récit qui est fait, enfin, c'est un peu l'intérêt du livre. Ça vient changer ce qu'on connaît, ce qu'on peut connaître et avoir comme idée. Mm. D'un autre point de vue, et bon, pour en parler, mais à la toute fin, l'autrice fait détail en gros le lien entre ce qu'elle raconte et les sources pour expliquer que quasi tout est sourcé. Il y a vraiment quelques détails seulement qu'elle a inventés. Et du coup, c'est intéressant. Alors du coup, c'est quoi vos petits smileys? Content. Content. Alors content. Moi aussi, c'est un smiley content. J'ai bien aimé ce livre, il était très chouette. On est entre les petits cœurs et le content. Et du coup, j'ai mis un petit content. Et moi, c'est content aussi. Petit sourire. Pas Ah un bah énorme voilà. coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai trouvé que ça se lisait bien et que c'était prenant du début jusqu'à la fin. Bah, pareil. J'ai pas le coup de cœur absolu. En fait, c'est marrant parce que ça m'a beaucoup fait penser à Circé et tous les livres Ah qui sont oui, dans oui. cette ligne, dans cette ligne-là, parce que bon, bah, ça a été. Je pense que la vague a commencé avec le chant d'Achille et Circé de Madeline Miner. Mais du coup, il y en a énormément des réécritures mythologiques. Et, euh, et bon, étant donné que du coup, bah, Circé, c'est vraiment un livre que j'ai méga adoré. Et passer derrière, c'est difficile. Donc déjà, là, je l'ai trouvé hyper bien. Mais bon, ça reste un tout petit peu en dessous de mon petit Circé. Mais c'est parce que Circé, c'est quand même vraiment toute la route. J'aurais mis le chant d'Achille tout en haut. J'aurais Mais j'ai dit pas c'est un lu. peu moins bien que le chant d'Achille, mais il était bien quand même. Ouais. Eh ben, on m'a parlé de Circé et du chant d'Achille pas plus tard que mardi, en disant effectivement que le chant d'Achille, ça avait été bouleversant. Et là, Palace, j'ai bien aimé, parce que je découvrais quelque chose que je ne connaissais pas, parce que c'était intéressant comme point de vue de remettre au centre les femmes aussi, euh, surtout dans la mythologie grecque. Hein. Mais je vois plus ça comme un tome d'introduction qui me donne envie de lire la suite. Exactement, ouais, c'est ça. C'est qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et là, on nous a introduit des personnages, on nous a introduit des situations, on nous a introduit des conflits. Mais maintenant, bah, du coup, on se demande un peu enfin, où est-ce qu'on va nous amener. Et je crois que c'est une trilogie qui se prévoit. Oui, Donc, c'est ce que j'ai compris aussi, ouais. il va y avoir de quoi faire. J'imagine que ça ira jusqu'à 3. Enfin, Oui, jusqu'à j'avais la guerre entendu elle-même. 3 tomes. Ah, jusqu'à 3, oui. Enfin, Merci. oui, jusqu'à 3. Le tome 3 sera à 3. Ouais, non, je pense. Excellente blague. J'ai même pas fait exprès. Bah oui. Mais ouais, non, je pense que du coup, là, on est vraiment sur les prémices de la guerre. On voit des débuts de conflits, on voit toutes les manipulations des dieux sur les humains commencer à se mettre en place. Ils prennent chacun Oui. leur petit pion. Mais du coup, effectivement, on attend la suite. Et je pense que quand ce sera un tout, c'est vrai que ça sera hyper intéressant à voir dans son intégralité. Ouais. C'est compliqué de juger. Ah bah oui, je viens de voir en première page, il y a la trilogie Palace qu'on prend, tome 1, tome 2.
Tome 2 sur les flancs de l'Ida, tome 3 sous l'œil de l'Olympe. Mhm. Là, avec juste le tome 1, on sent que c'est l'introduction. C'est dur de juger complètement. Moi, j'attends de voir la suite. Pareil. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le bouquin? Peut-être sans spoil. Les personnages. Tu vois, autant sur le dernier MMA qu'on a fait avec Schrodi, le chevalier aux épines, le personnage c'était le point négatif pour moi, autant là je trouve que on les retient tous, ils sont nombreux. Ils ont tous une personnalité et certains ont. Tu sens que les motifs sont quand même assez profonds. Ouais. Parce non, les personnages c'était vraiment le gros point fort aussi. Et toi, Shirley? Moi, j'aurais dit le côté pédagogique, instructif de la chose. Je trouve, bon, à la fin, il y a l'annexe qui explique, qui vient argumenter, mais même je trouve dans le texte, on apprend plein de choses, mais sans que ce soit trop. Ça se lit comme un roman, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un cours, mais on sent que l'autrice connaît bien le sujet et qu'elle a envie de nous apprendre des trucs, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, sur les personnages, je suis un peu moins convaincu. Ce serait plutôt dans mes points négatifs. Mais voilà. Ouais, moi, je suis un peu comme Shirley. Les personnages, c'est peut-être pas mon point fort, mais par contre, j'ai aimé beaucoup la plume. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Et l'écriture est très imagée, elle est simple, mais en étant quand même recherchée. Tu vois, c'est pas genre sujet verbe complément. Je trouvais qu'il y avait une recherche dans le vocabulaire qui était hyper jolie. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume. Et, Alors, la plume, j'ai bien aimé aussi, mais j'ai parfois été sortie dans certains dialogues. Ah oui? Ouais, notamment, ça doit être Frisiane, certains moments où elle s'énerve, qu'elle joue un peu. Je sais pas, ça fait trop moderne à mon sens. Alors, je ne demandais pas du vocabulaire très recherché non plus, mais ouais, il y a certains dialogues qui m'ont sorti un peu de l'histoire. Je les ai trouvés trop modernes. Ouais, moi c'est plus le caractère des Yonnes qui m'aura sorti du truc que les dialogues des Yonnes. Mais ouais. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé, ouais, j'ai trouvé que ça tenait super bien la route et j'ai été accrochée du début à la fin. Je voulais savoir ce qui se passait et tout. Enfin, j'étais quand même vraiment bien dedans, quoi. Ouais, j'ai bien aimé la plume aussi. Et je trouvais que c'était un bon entre-deux mais j'ai pas lu encore. J'ai pas eu la motivation de me plonger dans Homer. John m'a conseillé Maurice Drouillon, Les Mémoires de Zeus, et que j'ai pas lu encore. Donc je sais pas trop le style, mais bon, quand je feuillette Homer, c'est que le style a l'air quand même très particulier, quoi. Ouais. Plus de la poésie que. Et je trouve que là, dans Palace, on est dans un entre-deux. Il y a quand même. Bon, c'est articulé en chant. Il y a des sortes de poèmes, notamment autour de Palace. Mais ça se lit bien, c'est pas trop repoussant comme forme. Ouais, ça n'a pas un côté trop artificiel en fait. C'est pile la bonne, pile le bon dosage pour que ça soit à la fois prenant, captivant, et qu'en même temps tu te dis, je suis quand même en train de lire quelque chose qui est vraiment bien écrit. Ouais, les chants s'articulent très très bien justement. Enfin, toutes les citations à des œuvres qui ont déjà existé, tu te dis, ah oui, elle part pas de rien et elle écrit autour de ça, c'est documenté, c'est précis et c'est très très bien fait, très intelligent. C'est Babar qui régulièrement est à la recherche de bouquins à conseiller à ses collégiens et notamment autour de la mythologie. Mais je pense que ça, c'est typiquement le genre de bouquin qui pourrait aussi être recommandé à des collégiens. Alors, peut-être que, enfin, je sais pas à quel point le niveau de langue pour des petits sixième, cinquième, enfin, je connais pas suffisamment d'ados pour connaître leur, les difficultés de lecture, mais je pense que
En tout cas, il n'y a pas de scène choquante ou quoi. Enfin, je pense que c'est accessible très facilement. Je pense que ouais, et c'est très bien documenté, c'est très pédagogique, c'est hyper agréable à lire. Je pense que c'est le genre de truc que tu peux assez facilement conseiller à des jeunes lecteurs aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais ce serait intéressant d'avoir son point de vue. Faut qu'on la motive Bah ouais, je lui avais dit de à le venir nous lire. regarder là et de venir nous écouter en parler, mais je suis pas sûre qu'elle soit là. Je vais l'engueuler. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle viendrait en plus. Ouais. Elle a oublié. Bravo. Il faut que je compte sur les gens. C'est n'importe quoi. Mais C'est vrai que là. ouais, t'allais dire, je crois. Non, je voulais juste dire, je suis persuadé que c'est beaucoup plus simple de lire ça que de lire Homère. Et je suis sûr qu'on fait lire aux collégiens des passages d'Homère, donc Ouais. autant Ouais. lire un truc un peu plus accessible C'est ce que j'allais et tout dire. aussi instructif. Et ça a Je aussi suis- cette vertu très féministe où Bah oui, en plus, ouais. on te présente quand même le poids du patriarcat de manière assez frontale. On te cache pas les choses et clairement entre les lignes, tu vois aussi la misogynie qui a été portée par toute la mythologie grecque et Ah bah oui, ouais. C'est que ça. bah, Elles sont atroces leurs histoires. Hein. ouais. Du coup, c'est pas mal d'avoir le point de vue des femmes, je suis d'accord. Et du coup, un point faible peut-être. Je redis, tu parlais des personnages. Oui, moi j'aurais dit les personnages n'étaient pas forcément ultra impliqués émotionnellement dans les personnages. On parlait de c'est quoi Madeleine Miller. Bon, le chant d'Achille, là pour le coup j'étais ultra impliqué et à la fin j'étais très triste. Là c'est vrai que j'étais pas autant impliqué dans les personnages, surtout qu'en plus bon on a les humains. Je sais pas s'il y a un autre mot, mais il y a les dieux aussi. Et bon, enfin, le fait que les deux cohabitent, ça nous éloigne, je trouve, un peu de tout ça, quoi. Et on a du mal à se dire c'est des vraies personnes qui ont une vraie vie et pour qui on a envie de s'impliquer émotionnellement. Donc moi, c'était un petit peu mon point faible. Et moi, je te rejoins totalement. C'est exactement le même ressenti que j'ai eu et c'était le même point faible. C'est que j'ai trouvé que les personnages, ils avaient un côté très lisse, notamment parce que en fait, ils sont des demi-dieux souvent ou enfin, ils sont faits pour être lisses. C'est pas forcément un défaut d'écriture, je pense. Mais ça fait que du coup émotionnellement je suis moins dedans parce qu'ils ont un côté très archétypal qui fait que je m'imagine pas leur parler. Enfin, ils sont pas aussi tangibles et donc je m'investis beaucoup moins dans leur histoire à cause de ça. Mais Ouais, ce que j'allais dire, qu'ils ne soient pas tangibles, je peux l'entendre. Lise, ça dépend desquels. Alors là, je peux pas trop en parler parce qu'on est dans la partie qu'on spoil. Mais Athéna, lisse, hein, et là non plus, je le trouve pas lisse comme personnage. non, mais tu vois, mais même leurs aspérités ont un côté. Enfin, tu vois, c'est pas qu'ils sont gentils ou méchants, mais ils ont un côté assez. Euh, enfin. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, ils ont. Pardon. Ils me. Ils m'ont pas paru comme des vrais gens qui ont qui sont gouvernés par leurs émotions. Autant, alors tu vois, même Athéna, elle les a, ses émotions, tu sens qu'elle est en colère, etc. Mais ça transparaît pas de la même manière qu'avec un personnage que tu pourrais voir écrit, un personnage d'humain que tu verrais écrit en fait. Parce que là, forcément, c'est des personnages déjà qui sont millénaires souvent, ou qui sont liés à des personnages millénaires, donc ils n'ont pas la même vision du monde non plus. Et du coup, leurs sentiments vont avec, et donc ça fait que c'est plus
c'est peut-être plus carré. Enfin, c'est Trop dans la retenue au niveau des peut-être un émotions. peu, ouais. Pas assez ressenti. C'est ça, c'est peut-être un peu. Enfin, j'ai du mal à moi me projeter dans le personnage en tout cas. Mais pourtant, sur la forme, enfin, un truc qui aurait pu aider, c'est le fait qu'on ait des POV. Ça, c'est plutôt appréciable. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas forcément eu l'effet que j'aurais voulu, mais en tout cas, il y a cet effort hein, d'avoir des points de vue, des chapitres points de vue, enfin des parties points de vue à l'intérieur des chapitres. Ouais. Non, puis après, je pense que le vrai personnage d'Humaine qui est Zion, comme elle a aussi ce côté très ado, avec des côtés qui m'ont quand même un poil saoulé parce qu'elle fait vraiment très ado nunuche de temps en temps. Ça n'a pas aidé. Parce que là, du coup, je me reconnaissais bien, il n'y a pas de doute. Hein. Moi aussi, j'étais une ado nunuche, hein, mais bon. Pas forcément les histoires qu'on a envie de lire. C'est pas le plus passionnant. Voilà. C'est aussi le fait qu'on grandisse. Hein. Je pense qu'il y a certains livres, ne serait-ce que Harry Potter. Jusqu'à un certain âge, pour Harry Potter, tu vois, j'aimais bien. Maintenant, quand je relis des livres, j'ai juste envie de me baffer. Tout le temps. Tellement. Et alors surtout dans ce moment où il est dépressif, là, le 5, oh là là, mais insupportable. On vous promet, enfin, ça balade derrière, mais c'est voilà, tu vois, c'est pour donner l'exemple. Je pense que si tu lis ça effectivement au collège-lycée, tu dois te projeter sur Ezion, mais peut-être qu'elle te paraît moins insupportable que ce que nous, elle nous fait ressentir. Je pense, et on a envie de personnages qui sont peut-être un peu plus nuancés, un peu plus matures. Et forcément, Ezion, c'est le personnage principal et ça peut coincer à certains moments. C'est ça. Je pense qu'effectivement, c'est un livre qui est vendu comme de la young adulte et qui clairement, c'est du très très bon young adulte. Je pense c'est vraiment, je pense qu'il est totalement recommandable et moi au collège-lycée, mais j'aurais été tellement fan. Et je pense que c'est une porte d'entrée géniale en plus dans la mythologie grecque, ou même une deuxième entrée, genre pas toutes les fanas de l'Auréole Olympus et compagnie par exemple. Hop, tu passes à la case roman avec Pallas. Je pense que ça doit marcher du tonnerre en fait. Et du coup, non, c'est un très 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 bon livre pour ça. Je pense que vraiment, moi, si j'ai des ados sous la main, clairement, c'est un roman que je pourrais leur offrir, mais les yeux fermés, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis même si c'est jeunesse, on a quand même passé un bon moment en le lisant, donc ça peut quand même dire que ça va quoi. Même en n'étant pas la cible principale, on arrive à apprécier la lecture, c'est que ça va quoi. C'est clair. Moi, j'ai grave envie de lire la suite quand même, hein, soyons clairs. Ouais. Il faut savoir la suite et je trouve en plus c'est tellement pédagogique, c'est sur un truc que je connaissais pas très bien. Et là maintenant, ça y est, et je m'en rappellerai quoi. C'est une lecture qui sera suffisamment marquante pour que je connaisse vraiment les prémices de la guerre de Troie. Ce qui est pas si facile que ça, hein, parce que ça se trouve, on m'en avait déjà parlé, des prémices de la guerre de Troie une fois dans ma vie, mais alors ça a dû passer par une oreille et ressortir de l'autre. Là, non. Là, c'est vraiment, c'est fluide, c'est clair, c'est tangible. On comprend les tenants, les aboutissants, on comprend les grandes rivalités entre les dieux et tout, et vraiment, ça, c'est super cool, quoi. C'est un petit côté trône de fer. En plus, tous ces trucs-là, c'est tellement croustillant. Là, ces dieux incestueux, là, les Targaryens à côté, c'est c'est des enfants de cœur, quoi. Les dieux. Genre, t'es là, attends, mais déjà au tout début, j'étais en mode, mais attends, mais Athéna, pourquoi elle appelle Héra sa tante, mais c'est pas sa belle-mère? Ah bah si, c'est aussi sa belle-mère. Hein. Voilà, je me disais bien. Enfin bref. Ouais. Ils vont pas très très bien ces dieux. Hein. Ils ont plein de soucis, ils font n'importe quoi. Un peu trop de consanguinité, on m'a dit que c'était pas le cas. Non, mais c'est hyper distrayant quand même, du coup. Ah bah ça fait tout l'intérêt. Ce côté un peu gossip, là,
qui a couché avec qui, machin, qui est-ce que Zeus a violé hier, aujourd'hui qui va-t-il violer? Effectivement, comme dit Yoda, il y a un arbre généalogique compliqué. Alors, clairement, hein, alors, nous, on a une version e-book avec Namande. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les éditions du Rouergue qui nous ont fait parvenir le livre. Merci beaucoup à eux. Merci. Et donc, ouais, nous, on avait la version e-book avec un arbre généalogique très, très, très compliqué. Je pense que pour le coup, l'arbre papier doit être plus agréable. Sachant qu'en plus, l'arbre généalogique, il est que sur une toute petite partie, quoi. Oui. Sur la partie troyenne. Bah ouais. Il y en a encore beaucoup après des coucheries entre dieux. Et puis entre humains, demi-dieux, tout ça. Enfin bon. Ah oui, bah ça. Et à la fin, il y a un lexique aussi. Je sais pas si vous l'aviez. Avec tous les personnages, les mortels, les immortels. Ouais, on l'avait aussi, ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Du coup, vu que c'était à la fin et que j'avais pas vu que ça y était, du coup, moi, j'ai pris mes notes dans la lecture. J'ai quand même écrit alors qui est qui, parce que je me suis dit, ouais, mais attends, après, je vais avoir tout oublié pour le Twitch, il faut que je prenne des notes. Donc, c'est pas simple, hein. Alors, qui est le frère de qui, la sœur de qui est marié avec qui Ouais, quand je pense que t'as pas l'habitude de tout ce qui est figure mythologique, tu t'y perds. Et comme c'est une partie qu'on ne connaît pas, le avant 3, tous les Troyens avant Priam, les Paris et compagnie, alors qu'il y a d'autres figures mythologiques qui apparaissent, mais moi je les connaissais, hein, Pelé, Tétis, enfin, tout cela, mais parce que je les ai déjà croisés dans d'autres mythes, parce que ce sont des personnages, des dieux plus ou moins majeurs ou mi-majeurs, enfin des divinités, mais tous les mortels, oh là là. Ouais. Et puis en plus, après, t'as des feintes, genre t'en as qui vont changer de nom, quoi. Et là, ça, c'était le plot twist. Du coup, tu vois, je tease un peu pour la partie sans spoil, on en reparlera après spoil, mais ouais, il y a des plot twists. Mais d'ailleurs, du coup, je sais pas, est-ce qu'on a encore des choses à ajouter sur notre partie sans spoil? Est-ce que vous avez un personnage préféré, peut-être, sans spoil? Moi, pas trop. J'ai bien aimé Télamon. Ah ouais, moi, Télamon, c'était pas mon préf. C'était qui, du coup? Moi, j'aimais bien Scylla, la demi-sœur d'Hésione complètement connasse. Elle était tellement drôle. Elle était si drôle. Elle m'a fait beaucoup rire. Elle m'a beaucoup divertie à chaque fois qu'on la voyait. C'était tellement une pétasse. Je l'adorais. Elle était tout le temps en train de faire des critiques, des critiques méchantes. C'est genre la fille ultra mesquine tout le temps. Voilà, elle m'a beaucoup divertie. J'aimais beaucoup ce personnage quand on la voyait. Elle ramenait du sel, tu vois, du piquant. Elle me faisait marrer. Voilà. Alors, je l'aimais pas parce que je m'attachais à elle, hein, soyons clairs. Juste, je l'aimais bien parce que vraiment, je l'ai trouvée marrante, quoi. Elle était divertissante. C'est ça. Je crois que là, parmi les, parce que après, t'as les dieux, genre bon, Athéna, Zeus, tout ça, ils sont eux aussi, ils ramènent du piquant. Mais parmi les humains, je trouvais que elle, tu vois, elle avait son petit, elle fait son petit effet quand elle était là. Genre, ah, mais tu m'as piqué ma robe, et tout, voilà, elle me faisait marrer. Du coup, est-ce qu'on passe à la partie spoil? On peut, hein. Ben, du coup, je pense que on peut dire aux gens qui nous suivent de revenir nous écouter quand vous aurez lu Palace, et comme ça vous pourrez venir rediscuter de la suite avec nous. On sera en replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir voir la suite une fois que et merci de nous avoir suivis jusque là. Et si vous voulez rester vous spoiler, restez avec nous quand même.
Oui, tiens, d'ailleurs, en partie, pardon, avant qu'on passe à la partie sans spoil, ce que je trouve toujours intéressant dans les réécritures, c'est que même si tu connais l'histoire, bon, alors là, certains mythes dont ils vont nous parler, je les connais à peu près. Donc, c'est pas grave en fait. Oui. Tu peux les connaître, mais comme c'est réécrit, que tu as d'autres points de vue, ça reste hyper intéressant. On sait comment ça va finir, la guerre de Troie. C'est pas pour autant que j'adore pas en lire des tonnes et des tonnes et que j'ai pas envie d'arriver à cette partie-là où on va y être. Typiquement, on sait que normalement Aphrodite est censée intervenir à un moment donné. Bon, la question, c'est pourquoi elle va intervenir. Dans quel monde elle va être mêlée à tout ça. Et même, de toute façon, le livre est construit comme ça aussi, puisque dès le début, t'as un pré-bac, enfin, comment on dit, t'as une scène qui est clairement dans le prélude de ce qui va se passer dans le futur, quoi. Donc du coup, même le livre joue avec tes connaissances de ce qui va se passer dans le futur et veut te faire te poser la question de comment tu vas t'y amener et quel est le chemin, quoi. Donc clairement, le chemin est plus important que la destination, puisque la destination, de toute façon, oui, on la connaît un peu tous. Hein, la guerre de Troie, on a tous un peu des notions, Paris, Hélène, tout ça. On a vu le film 3 à partir de là. On a vu Brad Pitt. Un excellent film. Je pense Babar, elle doit être fan. Elle doit aussi le conseiller à ses élèves en disant si vous voulez vous cultiver et vraiment apprendre des choses, regardez ce film. Et du coup, maintenant ils pourront lire Pallas en s'imaginant des proto Brad Pitt. Franchement, t'es Lamont, genre tu peux le caster dans un bon rôle de beau gosse. Hein. C'est clair. Je pense, ouais, et puis le frère aussi, Titon, pareil. Hein. Non, franchement, le casting du film, tu peux faire du 5 étoiles plus. Hein. Tu fais pas un film, tu fais une série young adulte sur Netflix. Oh là là. Mais ça marcherait tellement bien. Ouais, c'est surprenant ça qu'il faut dans notre vie. Tenter. Tu mets l'acteur qui joue Willan dans Shadow and Bone en rôle de Télamon. J'achète. Ça peut, ouais. C'est vrai que lui, il est choupi comme tout. Tu prends... Ah ouais, non, ça pourrait marcher du tonnerre. Je sais pas pourquoi ils ont pas encore chose, hein. Franchement, on tient quelque chose, là. Marine Carteron, les éditions du Rouergue, si vous nous écoutez, franchement, allez voir Netflix, vous avez un truc, là. Non, mais ça marcherait hyper bien. Et puis en plus, ça reste vraiment suffisamment intéressant et intriguant pour que tu veuilles savoir ce qui se passe, quoi. Ah ouais. Ah ouais, non, mais je regarde cette série, mais les yeux fermés, moi. Et puis en plus, ce serait tellement beau, les gens. Globalement, sur le sujet, moi, je fonce. Soit un dessin animé ou pourrait faire n'importe quoi, je pense que j'irai. Ça m'intéressera. Ouais, mais alors tu vois, genre le dessin animé, du coup, genre t'as Hercule. On serait peut-être un peu loin du Hercule du dessin animé, par exemple. C'est sûr. Chose que j'ai bien aimé d'ailleurs aussi. Le Hercule, là, le Hercule en mode grosse brute, gros sagouin. Je trouvais que c'était assez cool. Le Hercule plus proche de la réalité. Exactement, c'est ça. Le Hercule qui est un fils de Zeus, qui est un gros porc, qui est un gros cochon, là, et qui en plus n'hésite pas à foutre tous ces hommes à l'eau pour après en retirer la gloire. Je trouvais ça vachement adapté, vachement crédible aussi dans l'approche. Pour le coup, on y croit plus. C'est pareil avec les divinités. Ils sont quand même, pas humanisés, mais justement un peu déshumanisés dans le sens où ils sont horribles, quoi. Ouais. Et ils vendent un peu moins du rêve que le côté ultra lisse, trop sexy, Apollon, un Apollon, quoi. Ça fait un peu moins rêver. Apollon, je suis faussée depuis le Olympus.
Voilà. Oui, bah voilà, c'est la même chose. C'est la même chose dans leur Olympus. Dans leur Olympus, c'est le même angle qui est pris. Ce côté, oui, bah c'est vraiment déjà, c'est tous des violeurs. C'est aussi beaucoup de violeuses, hein, mine de rien. Parce que bon, les déesses, elles sont un peu mieux, mais elles sont quand même pas non plus clean, toutes autant qu'elles sont. Non, c'est clair. Mais bon, c'est rien à côté de ces gros porcs de Zeus et compagnie, quoi. Là, Zeus, il est gratiné, quoi. Et ça colle hyper bien avec en fait toute la mythologie où effectivement on le connaît. Enfin ouais, le type effectivement il engrossait toutes les femmes qui passaient et compagnie. Et oui, c'était un violeur. Et sauf qui kidnappe les hommes aussi. Hein. Oui, aussi d'ailleurs. Et prend tout ce qui bouge. Complètement. Mais du coup ça permet aussi de remettre en lumière ce que tu connais des mythes en disant bah ouais, mais en fait c'est vraiment une espèce de glorification très patriarcale d'actes très répréhensibles, quoi. Oui, c'est ça. Là, on termine que ce sont des viols, ce sont des agressions, alors que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas ce regard-là. C'était de la séduction, c'était de la tromperie. Zeus qui se transforme en vache, en taureau blanc, c'est oh là là, dis donc, c'est marrant, marrant, mais c'est. Ouais, mais ça avait un côté gossip et distrayant en fait. C'était quasiment une histoire drôle en fait. Ouais. Ah bah tiens, il s'est métamorphosé en Sosie. Voilà, en Sosie. C'est comme ça qu'il est devenu le père de Hercule normalement. C'est Hercule, je crois, ouais. Ouais, pour moi c'est ça. Bah, en fait, non, c'est pas cool du tout ce qui se passe. Sauf que je trouve que ça, tu le vois vachement bien dans le palace. Exactement, alors, ouais. Je pense que c'est très bien amené dans le palace et je pense aussi qu'on a désormais un recul, que ce soit la société ou que ce soit nous, de par notre âge aussi. Oui. Oui, on l'a conscientisé beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il y a quand même aussi une vision sociétale de la chose, mais je pense que c'est aussi bien amené justement par tout ce qui est réécriture. Enfin, on avait parlé de Morgane Pendragon aussi. Enfin, en fait, il y a énormément c'est tout un courant de réécriture mythologique ou légendaire. Là, en l'occurrence, des mythes grecs, mais on a aussi des réécritures arthuriennes. Et c'est tout un courant de réécriture qui permettent de remettre en lumière les femmes de l'histoire, leur redonner leur place et en balance de remontrer que peut-être en fait ce qu'on t'a présenté comme un héros n'était pas forcément un héros. Et je crois que Jean-Laurent Del Socorro, quand il avait parlé de Morgane Pendragon, avait dit que justement, c'est en lisant Circé de Madeline Miller qu'il s'est dit « Ah ouais, je peux raconter un truc sur Morgane ». Et en fait, c'est ça, il y a vraiment tout ce courant. Je me demande si j'aurais je suis intéressé maintenant de savoir si Maurice Drouillon, il dira ce sera la même chose. Peut-être pas. Hein. Je crois pas. Ouais. Alors, connaissant les positions très misogynes Ah bah Maurice Drouillon, c'est le mec qui refusait les femmes à la mince, comment il s'appelle, les gens en vert là. À l'Académie française. À l'Académie française. Il refusait que des femmes siègent à l'Académie française. Parce que des femmes ne pouvaient pas avoir du talent d'écrivain. Ah bah oui. Ah non, mais il y a des quand tu regardes certaines de ces citations, tu te dis oh là là, il était chaud lui. Genre ça m'avait un peu dépité parce que moi j'avais lu Les Rois Maudits de lui et je me suis dit c'est cool Les Rois Maudits et tout, puis après du coup j'ai lu ses positions très très misogynes et je me suis dit que c'était quand même pas tout à fait un mec bien. Ah oui. Oui, donc la vision féministe. Donc les mémoires de Zeus, ça risque d'être plutôt des mémoires qui sont assez laudatrices pour Zeus et qui remettent pas trop en question son caractère de violeur. Après peut-être je me trompe, j'en sais rien, je les ai pas lus, mais bon. Bon, je relirai Maureen Carteron derrière.
Voilà. Pour débunker tout ça. Et puis l'or Olympus aussi. Ouais. Bah après, il y en a plein. Enfin, ouais, il y en a plein en ce moment. Je crois qu'il y a Hades et Perséphone aussi qui est grave à la mode sur TikTok. Bah, on pourra en discuter. Est-ce que c'est féministe ça... Je sais pas, je l'ai pas lu, mais bon. Faudrait lire. Je sais pas, faudrait le lire. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt ça a l'air d'être plutôt dans le courant dark romance qui est moyen. 50 Shades en enfer. Ouais, ça a l'air d'être plus dans ce courant-là. Ouais, ça a pas l'air d'être super. Ce qui, en soi, ma foi, hein, pourquoi pas, hein, si des gens aiment la dark romance. Après, moi, ce qui m'emmerde, c'est quand même que, vu que c'est mis en avant sur TikTok, le cœur de cible, c'est quand même des très très jeunes demoiselles, et que faire la promo de la dark romance comme ça, c'est avec justement des visions très 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 toxiques des relations, c'est pas forcément super cool pour des petites jeunettes qui n'ont pas encore le recul. Mais bon. Après. Moi, j'ai aussi, quand j'étais jeune, hein, j'en ai regardé mon lot de romances toxiques. Hein. Puis de toute façon, j'ai été biberonnée à Disney. On ne veut pas dire que c'était très avancé en termes de féminisme non plus. Hein. Et puis on s'en sort. Hein. Ça, c'est vrai. Bon, et du coup, est-ce que vous avez des attentes pour la suite ? Bah, j'attends la suite. Alors, je me demande bien ce qu'elle va pouvoir raconter. Comment est-ce qu'on va suivre toujours les mêmes personnages? Est-ce qu'on va avoir de nouveaux points de vue? Moi, je me demande si on va pas se retrouver un peu plus sur le focus de Priam, donc de Podarces. Parce que moi, ça m'a quand même fait le gros plot twist, quoi. Parce que genre, j'étais en mode, mais quand même, j'en connais des gens de la guerre de Troie, il y en a aucun là, je connais aucun nom. C'est 52 ans avant, mais quand même, il y en avait des vieux dans la guerre de Troie et tout. Et là, plot twist, en fait, c'était Priam depuis le début. Juste, il a changé de nom, ce con. C'est pour ça, pour toi, le plot twist. J'avais pas capté quand t'as dit changement de nom. De quoi? Mais si, mais moi j'étais vraiment, j'étais en mode, mais 52 ans avant, mais quand même, il doit bien y avoir de ces personnages dont j'ai entendu parler, comment ça se fait et tout, genre, et à la fin, mais voilà, Priam, enfin, je connais un de ces noms. Mais donc du coup, je me dis que il y a des chances pour qu'on suive un peu son règne et son ascension, sa reconstruction de Troie avant la guerre en elle-même. Moi, je me dis que ça pourrait être un bon second tome d'avoir un focus sur Priam. Oui, et puis je pense que tu auras aussi Titon, forcément. Oui, tu auras forcément Titon. Mais je pense que Hésione, on la verra moins parce que normalement, elle se barre, quoi. Et elle sera plus à 3. Et pour moi, le concept de la trilogie, ça va quand même être de rester plutôt à 3 que d'aller par Mons et par Vaux. Donc je pense qu'on verra un peu moins Hésione et Télamon. Et qu'on verra peut-être plus Podarces / Priam et Titon et peut-être du coup d'autres, dont les enfants de Priam. Il y aura sûrement, alors, en qui je sais plus là, mais un des cousins. Il y a un des cousins aussi, oui, celui qui kiffe les chevaux, là. Ouais, justement, qui est sur le monde Ida. Ouais, exactement. Ça a l'air d'être le titre du tome 2. Ouais. Et pour savoir avec qui il finit, je pense effectivement qu'on va le revoir. Ouais, lui, on le reverra, ouais. Ouais, non, je pense qu'on va rester sur la famille, mais qu'on va changer un peu de point de vue. Après, la question, c'est que là, du coup, ce dont on a parlé, c'est que des mecs. Et donc, j'imagine qu'il va quand même falloir des contrepoints féminins dans tout ça. T'auras Tétis. T'es obligé d'avoir Tétis. T'auras Athéna. T'auras du coup sûrement l'intervention d'Aphrodite. Elle est censée rentrer dans la balance.
Ouais, mais ça, c'est pour les déesses. Mais du coup, pour les humains, pour Ah, les bah, les côtés humains, humains, c'est pour ça que je me dis qu'il y aura peut-être la famille éloignée de Priam. On aura peut-être, je sais pas, une cousine, ou alors peut-être une nouvelle prêtresse d'Athéna aussi, en fait, tout simplement. Je sais pas. Mais bon. Peut-être, ouais. En tout cas, moi, je suppute qu'on verra moins Ezyon. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce que ça nous fera du mal? Je ne sais pas. on verra plus trop Télamon, ça peut dire. Moi, je l'aime bien, Télamon. Ah, moi, il me saoule, Télamon, punaise! Mais Télamon, il est niais, mais il est niais! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là! Puis Ezyon qui est tellement niaise à côté aussi. Oh là là, ils m'ont saoulé les deux! Oh! C'était pas ma storyline préférée. Aïe aïe aïe! Oh, c'était cucu! Oh, Ouais, un peu, ouais. il était bêta, le Télamon! Oh là là! Oh, il Ça m'a fait saoulé. du bien, des fois, un peu de niaiserie dans ce monde de brutes. Surtout avec les dieux qu'on se tape. C'est vrai qu'en comparaison, c'est tout mignon et innocent, mais bon. Ouais, mais tu vois, mais même ça, moi je trouve que ça clashait un peu parce que genre Télamon, son frère Pélès, c'est quand même vraiment le pire des pires. Et genre du coup, tu te dis mais ouvre les yeux, mec. Enfin, arrête, fais quelque chose. Ben, justement, il sait quand même ce qui se passe quand il est avec les Argonautes, avec Hercule et compagnie. Il a un regard qui est quand même assez. Il se met pas des œillères devant les yeux, le petit. Ouais, Hein. il est pas complètement aveugle, mais bon, il fait pas grand chose quoi. Enfin, il aurait dû violer. Voilà. Bon. Non, mais ouais, non, moi il m'a quand même un peu gavé le petit Télamon. Mais c'est pas le pire, ça va, c'est un brave type, hein, mais il est bien brave quoi. Non, puis à côté de tous les autres qui sont tous des enflures, faut dire, c'est pas difficile d'être brave. Hein. Genre La le barre, elle est roi. pas. Ouais, la barre est pas hyper haute pour les mecs quand même. Oh, le roi, genre là au Médon, mais il est immonde, là, le vieux pervers, là. T'as tous les argonautes, ils sont dégueulasses. Pélès, il est dégueulasse. Non, t'as le petit frère, Podarcès, qui est un peu. Moi, je le trouvais un peu plus. Enfin, il est chiant, quoi. C'est un petit frère, c'est un petit frère relou. Oui, Mais il avait un il est dans côté son touchant, rôle. quoi. Il est dans son rôle de petit frère relou. Et il est pas si. Enfin, tu sens que c'est quand même un brave gars au fond qui est un peu élevé par des gens pas bien et que du coup on le met dans un moule pour le faire grandir pas hyper clean, mais il a pas si mauvais fond quoi. Oui, c'est le gamin chiant, mignon, mais qui est parti pour mal tourner parce qu'on te fait souvent la comparaison avec son père quand même. Oui, bah, il a Non, pas. Voilà, hein, Mais tu te dis que peut-être, dans les bonnes circonstances, il pourrait pas si mal tourner s'il rencontre les bonnes personnes et qu'on le fout sur un autre chemin. Dis qu'il est pas complètement. Il est pas perdu d'avance, quoi. Genre, tu vois Pélès, lui, il est c'est bon, quoi. T'as compris, tu as vu 2 minutes, tu sais que c'est pas la peine, quoi. Lui, il y a encore vaguement de l'espoir. Comme ça a ce petit côté shakespearien, quoi, de savoir après. De toute façon, et on les mythes. sait que t'aimes ça. Ben ouais, c'est mon kiff. Hein. De toute façon, la mythologie grecque ou les mythes shakespeariens, c'est un peu le même principe. Hein. C'est que ça va finir mal. Ça va finir mal. Le destin le destin, la longue roue du destin est en train de nous briser tous, et, euh, et on la voit venir de très très loin, mais on voudrait l'arrêter et on n'y arrive pas. Et c'est ça qui est bien, quoi. Que ce soit avec les trucs shakespeariens ou avec les trucs mythologiques. Ou avec George Martin. Je crois que c'est ça que j'aime chez George Martin aussi. Hein. Et je me posais la question sur Pallas, vous la connaissiez ou non? Vous avez découvert?
Pas du tout. Pas du tout non Et plus. toi? Non plus, je découvrais. Et du coup, je me demande ce qui va advenir aussi de Pallas et qu'est-ce que, enfin, comment, sur le long terme, la présence de Pallas va se faire sentir, quoi. Ouais, parce que c'est teasé comme... on imagine que ça va être central, enfin c'est un peu la thèse de C'est un peu l'autrice, donc ouais. c'est un peu le nom de la trilogie, quoi. C'est ça. C'est un tout petit indice, quoi. Donc ouais, je me demande aussi comment ça va se placer pour la suite. Ben ouais, je sais pas du tout. Mais ça, pour le coup, j'ai bien aimé cette façon très mystérieuse d'introduire Pallas et ce côté aussi où l'autrice joue vraiment beaucoup avec le temps, où elle te donne des petites bribes d'indices qui sont pas forcément sur l'axe temporel, qui sont pas forcément totalement linéaires. Et tu dois, toi, refaire le fil, comprendre ce qui se passe. Et ça, je trouve ça hyper bien joué. Et J'ai pas été... Non, vas-y. Non, vas-y. Je veux dire, j'ai pas été très malin, je suis allé sur la page Wikipédia pas très tard dans le livre pour savoir qui était Pallas. Et oh bah tiens, quelle est son histoire et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce personnage? Oh bah dis donc, c'est pas de chance ça. Moi, je l'ai fait avant de commencer à lire le livre. Pallas, quand même, moi, je connais pas ce personnage. Je lis énormément de mythologie grecque. Bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi on me parle? Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'était pas grave au final. En tout cas, j'aime pas être spoilée habituellement, mais la mythologie grecque, pour le coup, je m'en fiche complètement. Et au fur et à mesure que les personnages, sauf Python, au fur et à mesure que les personnages apparaissaient et que je les connaissais vraiment pas et que j'avais l'impression qu'ils avaient une importance, type Électre, justement, des choses vraiment pas peut-être cool avec d'autres. Je suis allée voir. Et Électre, je dis, attends, c'est bizarre, c'est une mortelle. Ah non, c'est une autre Électre, c'est la déesse. La Électre, je crois que c'était la femme d'Agamemnon ou la fille d'Agamemnon. Et j'étais, Ouais, non, c'est c'est pas possible. C'est pas la même, ouais. C'est celle-là, c'est Electre. T'en as une dans les, je sais pas si c'est Racine ou Corneille ou il me semble que c'est Racine. Hein, c'est un des classiques. Mais Bah, c'est pas la même. Et c'est l'inverse du... Où je confonds. C'est pas l'inverse du complexe d'Oedipe. Où elle, c'est l'inceste avec son père. Ou un truc du style. Peut-être. Je ne sais plus. Complexe d'Électre, ouais, je crois que c'est ça. Sur la relation entre un père et sa fille. Charmant. Charbon. Ouais, donc clairement, c'est Échille, pas la Sophocle, même. Euripide, Jean Giraudoux. Ah, c'est Jean Giraudoux, ouais, Electre. Voilà. Mais je me disais bien qu'il y avait un classique de théâtre français aussi de Electre. Donc c'est Il y pas a du Sartre tout aussi. Racine. Bon, il y en a plein qui ont écrit sur ça. Ouais. Non mais oui, parce que Racine c'était Andromaque et compagnie. Je les mélange tous, quoi. C'est vrai. Mais pourtant c'est pas du tout la même période, quoi. Genre attention. Là, on est bon en français. Grave. Faut qu'on aille passer notre bac, je dirais même le brevet. Mais du coup, tout ça pour dire que ouais, on a fait la même chose, je crois, et je trouve que c'est pas dérangeant parce que c'est encore une fois, c'est une réécriture et j'ai trouvé très très bien amené, même si je savais qui était Pallas. Alors moi, j'ai toujours pas été voir Pallas sur internet, donc ne me spoilez pas. Je pense que globalement, tu sais à peu près tout. Oui, je pense que là, j'en ai un paquet des éléments, je crois quand même. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans la suite. Mais tiens, c'est ça aussi qui est bien et que tu vois à la fin, c'est que l'autrice joue avec des trous. Je crois que c'est sur la punition qui arrive à Héra et à Athéna.
qui, elles, sont attachées à un mur, tandis que Poséidon, vive le patriarcat, il doit juste construire une muraille. C'est là où elle explique que l'autrice, elle a décidé, elle a fictionné, enfin, elle a créé, pardon, j'ai un peu de mal avec les mots, elle a créé pourquoi il y avait eu cette punition, si je dis pas de bêtises. Elle a comblé les vides. Ouais. Vous m'excuserez cette petite perte de mots et de cerveau. Mais on est un club de lecture, quoi. On ne sait pas, on connaît pas nos mots, on ne connaît pas nos auteurs français. On est bon. Et on connaît le trône de fer. Il n'y a que ça qui compte. Voilà, c'est ça. J'allais dire parle pour toi, hein, parce que ma lecture remonte à tellement longtemps maintenant qu'il vaut mieux pas m'interroger. Interrogez-moi sur la mythologie grecque, ça sera mieux. Bon, c'est pareil, Targaryen, tout ça, il y a de l'inceste, il y a des stratégies, des gens qui se font des coups fourrés. C'est la même chose. Il y a des dieux bizarres. Tout pareil. Tout pareil. Oh là là. Mais ouais, non, Mais du coup, oui, mais de toute façon, enfin, c'est ça, c'est la mythologie, c'est vrai que, enfin, vu que c'est vraiment justement la roue du destin qui brise tout le monde, bah, tu le vois de toute façon venir le destin, c'est ça la beauté du truc. Donc effectivement, te spoiler la fin par nature, c'est tout le récit qui t'y amène, donc c'est pas si grave, quoi. Il y a pas des grandes surprises. À part le fait Non, que Priam était Podarcès depuis le début. Ça pareil, je crois que c'est documenté. Ils Oui. disent qu'il s'est appelé Podarcès. Oui, ça, a priori, c'est ça. Parce que du coup, j'ai quand même été voir la page Wikipédia de Priam. Et je me suis arrêtée. J'ai fait comme avec les pages du wiki de la garde de nuit, tu vois. Je m'arrête jusqu'à mon niveau de lecture et après, je lis pas la suite. Mais du coup, ouais. Mais dans l'ensemble, du coup, j'ai appris plein de trucs, tu vois. Je suis contente. Ensemble, du coup, on se sent bien la suite. Ouais. Ah ouais, non, mais clairement, ça. Ouais, le problème, c'est que le livre est sorti hier, ou avant-hier, ou aujourd'hui. Hier, attends, on est quelle journée? On est le On est le 6. 6. Je crois que c'est Donc, sorti c'était hier. hier. C'était hier, Ouais. effectivement. Ouais, on est au Non, top de je l'actu avec la garde de nuit. La contrepartie, c'est chose qu'il va falloir attendre un petit peu pour la suite. On attendra toujours moins que le trône de fer. C'est ça. Ça fait 12 ans qu'on attend la suite du trône de fer. Là, ça va. C'est de la Ouais. gnognotte à côté. Ce serait dur de comparer tout à cette attente-là, mais bon, on peut le faire. Hein. Non, mais du coup, ça démontre qu'on est des gens patients. Ça, c'est clair. Ouais, sinon, vous avez une scène préférée dans le bouquin? Moi, je saurais pas dire. Il y a des scènes marquantes. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, comme l'attaque sur les murailles de Troie. Mm. Et les mouvements de foule et comment réagissaient les Troyens, enfin les Troyens les nobles. Le viol d'Électre m'a marqué aussi. Mm. Et toi? Parce que c'est plus des scènes marquantes pour moi que préférées au final. Moi, j'ai bien aimé les scènes entre Athéna et Pallas. Il y a une scène où on les voit s'entraîner à l'épée, notamment, que je trouvais super sympa. J'ai trouvé qu'elle était très très bien écrite et tu voyais toute la scène autour de toi. Enfin, c'était très poétique. Je trouvais ça super joli. Et une autre scène qui m'a beaucoup plu, c'est en fait, et de manière générale, toutes les scènes dans le temple m'ont beaucoup beaucoup plu, notamment quand elle rentre dans le palais et qu'elle récupère le palladion, que tu découvres la statue, que tu rentres dans les couloirs et tout. J'ai trouvé que c'était super bien. Pareil, c'était hyper évocateur. Vraiment, là, t'avais un sens du décor
en fait, de manière générale, dans tout le bouquin, j'ai trouvé qu'on visualisait ce qu'on lisait. Ouais, c'est vrai. C'était limite comme un film. En fait, tu comprenais les décors. C'était vraiment une écriture qui était très 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 visuelle. Moi, c'est assez rare en fait que je visualise les lieux. Et là, vraiment, je savais où j'étais, comment, à quoi ça ressemblait. J'arrivais vraiment à me figurer tout ce qui se passait autour. Et notamment dans le temple d'Athéna, j'ai trouvé que enfin, vraiment, tu avais ce côté un peu oppressant, mais en même temps un peu mystique. Enfin, toute l'atmosphère était super bien retranscrite. Et c'était vachement bien écrit, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai, c'est agréable du coup. Tout à fait d'accord. Mais ouais, non, dans l'ensemble, je pense que vraiment la plume de l'autrice, c'est un énorme plus. Hein, vraiment, ça m'a donné envie de lire d'autres livres d'elle, parce que je trouve qu'elle Bah écrit ouais, très j'allais très bien. poser la question. Moi, c'était mon premier livre d'elle. Pareil. Exactement pareil, le tout premier, et ça donne bien envie. Ouais. John avait recommandé sur le forum une autre lecture d'elle qui s'appelait. Alors attendez, bougez pas parce que du coup. Génération K. Génération K, exactement. C'était celui-là quand on avait fait les recos Exactement, c'est ça. sur Instagram. Je me souviens de. C'est ça. Et ça avait l'air On très l'avait mis sympa en aussi. avant un moment. Mm. J'imagine que c'est très différent. Bah, je pense, ça a l'air d'être plus un peu en mode dystopie young adulte. Génération K, ça avait l'air d'être, en tout cas, pas trop le même sujet, quoi. Non. Mais la plume de l'autrice est tellement efficace que du coup, Ouais. ça m'a quand même vraiment donné envie. Clairement, je pense que je testerai. Et puis vraiment, ouais, c'est ça, c'est que c'est efficace, mais tout en étant vraiment tu sens qu'elle fait attention au choix des mots et qu'il y a quand même une vraie poésie, quoi. Il y a une recherche derrière ce qu'elle écrit. Non, je trouve ça super agréable. Et voilà, mais je crois que. Attends, je regarde mes petits points qu'on fait d'habitude, mais je crois qu'on n'a rien oublié. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on est tous d'accord. On dit que c'est bien. Oui. On a tous aimé, c'est ça. On n'a pas de contradiction, c'est compliqué. Si, on n'était pas d'accord. Moi, je suis la seule à avoir bien aimé les personnages. Mais je dirais pas que je dirais pas que je les ai pas aimés, mais c'est vrai que je les ai je m'y suis peut-être moins attachée, mais je les ai bien aimés quand même. Quoi. Oui. En On fait, les prend pour des figures historiques, quoi, plus que pour des. C'est ça. Oui, et en fait, je pense que j'ai énormément de points. En fait, récemment, ce que j'ai lu, c'était donc Le Chevalier des Épines. Ensuite, Sylvaxis, où là, c'était incroyable, des personnages, tout ce que vous voulez. Et La Palace. Et entre Le Chevalier aux Épines, dont on a parlé, où le gros point négatif, c'était les personnages, je n'arrivais pas forcément beaucoup à les identifier. Et La Palace, où même s'il y a une multitude, ils sont très bien caractérisés, et je me souviens des noms. Quasi tous, peut-être les cousins troyens, ils en étaient trop. Ça a été un point fort du coup pour moi, sûrement en comparaison au Chevalier aux Épines. Il y a ça aussi. Ouais, alors que moi, du coup, en fait, mon point de comparaison, c'était Circé, notamment. Et Circé, je pense que c'est vraiment l'un des personnages avec lequel je me suis le plus sortie en communion, quoi. Quand tu lis Circé, c'est vraiment, t'es dans tu es Circé. Oui. Tout est autour d'elle et ouais, vraiment, moi, j'avais été complètement bluffée. Et donc, mécaniquement, ben là, c'était pas Circé, quoi. Mais c'est dur de pas comparer. Voilà, c'est dur de. C'est un peu. Enfin, sur la base, sur l'échelle, Circé, c'est tellement haut dans mon. Enfin, non, quoi. Mais c'est vrai que même le livre que j'avais lu juste avant Palace, c'était La Machine, dont on a parlé au dernier manuscrit de Matt Ryman. Et c'est pareil, le gros point fort de La Machine, c'était ces personnages qui étaient pour le coup hyper humains. Et donc là, pouf, je suis passée sur des personnages qui justement sont des dieux.
et qu'ils ont, par définition, ne sont pas humains. Et du coup, déjà, il y avait entre mon amour profond pour Circé, qui ne peut pas, tu vois, c'est un peu comme si tu me disais, tiens, j'ai fait une suite au Trône de Fer, un pseudo Trône de Fer, ouais, bah. Oui, bah désolé, mais ça sera pas du George Martin, quoi. Hein. Il y a un moment, mon panthéon personnel, il est déjà occupé, quoi. Donc passer derrière un chef-d'œuvre, c'est dur, quoi. Et du coup, en plus, après La Machine, où le focus était complètement sur les personnages et sur leur humanité, bah, là, du coup, j'ai senti plus de distance mécaniquement, quoi. Puis surtout que, bon, bah, qu'est-ce qu'elle est jeune, Maïsionne. Oui, c'est un bon, d'accord. Ouais. Mais oui, sinon, on est assez d'accord sur tout le reste. Mais j'ai pas perdu l'espoir de lire le Chant d'Achille aussi. Mais j'aime tellement Circé que j'ai peur de lire le Chant d'Achille. En me disant, oui, mais alors du coup, j'ai tellement d'attentes. Où est-ce qu'elle est Circé dans cette histoire? Je la cherche, elle est où? Bah non, mais je sais que je la croiserai pas. Mais j'ai tellement d'attentes du coup vis-à-vis de l'autrice que j'ai peur de le lire, quoi. Il y a des livres comme ça qui font peur juste parce que t'as tellement peur. Enfin, tu t'en fais tellement une image en disant ça va être tellement bien que tu veux pas le lire pour pas être déçu, quoi. J'ai peur d'être déçu, bah ouais. Mais du Moi, coup, c'est mon préféré. ouais. Moi, je pense quand même que Circé risque de rester. Oui, vraiment, Circé, c'est un de mes coups de cœur dans les. Il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai autant aimé que Circé. Sinon, on lit le Chant d'Achille pour un prochain MMA et on en reparle. C'est vrai, on peut faire ça. Faut motiver John. Mais je crois qu'il l'a déjà lu, John. Mais du coup, on serait trop. Non, je crois pas, il a lu que Circé. Non, il a lu le Chant d'Achille parce que je me rappelle qu'il m'a parlé du Chant d'Achille. Et il s'en souvient pas. Bah, Pas possible. moi, je t'assure que j'ai parlé du Chant d'Achille il y a quelques années avec John. Bah, alors c'était pas John, ou alors il a tout oublié. Comment? C'est fou ça. Comment est-ce qu'on peut oublier Achille? C'est pas possible. Mais non, mais peut-être qu'il les mélange aussi, je sais pas. Parce qu'il y en a eu, pareil, il y a aussi beaucoup de des trucs autour de Achille et Patrocle. Il y a une certaine mode quand même. C'est un peu comme Hadès et Perséphone. Il y a quelques. Il y a quelques noms comme ça qui ouais, tu sens la grosse mode derrière, quoi. Là, au moins, avec Pallas, on sort des sentiers battus. Ouais, c'est plutôt inédit. Ouais. Mais du coup, justement, ça aussi, c'est un peu un truc qui me fait peur, c'est que bientôt, on va arriver sur, justement, les personnages de la Garde de Troie qu'on connaît plus, dont Achille et Patrocle. Est-ce que... Enfin, comment ça va être mené? Enfin, c'est pas vraiment que ça me fait peur, parce que je trouve qu'elle a tellement bien écrit Pallas que du coup, je pense que ça, je m'inquiète pas vraiment sur le fait que ce sera bien. Oui, puis t'as encore un peu de temps avant ça. Oui, bah t'as au moins un tome avant. Hein. Oui, mais en plus, si ça se trouve, ça va s'arrêter vraiment au moment où ça commence, quoi, puisque c'est tellement déroulé. Ce serait décevant quand même. Avant. Ouais, peut-être. Ouais, ce serait intéressant d'avoir son point de vue et son écriture sur ça quand même. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir toute la guerre de Troie aussi. J'ai du mal à visualiser sur un seul tome, parce que... bah sinon, elle refait une deuxième trilogie. J'ai une deuxième trilogie. Je crois, je suis quasi sûre que c'est Gaiman qui a fait une trilogie sur 3. Oui, Gaiman qui a été terminée par sa femme. Tout à fait, ouais. Ouais, Gaiman en a fait une. Ouais. Après, pour le coup, je l'ai pas lu. Ah, mais ça avait été recommandé, non, sur le forum? Bah oui, on a un topic sur Gaiman de toute façon sur le forum. J'ai jamais rien lu de lui.
J'avoue que c'est trop fantasy des années 80 pour moi. Du coup, il faut que je sois vraiment dans un mood particulier pour lire de la fantasy des années 80. Moi. J'en ai pas mauvaise. Je suis pas sûre que je l'avais fini, parce que je ne l'ai pas toutes. Et je n'en ai pas un mauvais souvenir de 3. Loin de là. Et vraiment, si je dis pas de bêtises, c'est sa femme qui a terminé la série. Et sa femme écrit aussi très très bien. J'ai fait La Cité et j'ai oublié le deuxième tome. Et je recommande à 100%. T'as raison, le tome 3 a été coécrit avec Stella Gemmel. Mais je crois qu'en plus, j'ai au moins le premier tome que j'avais dû récupérer dans une OP en e-book. Il est très souvent en promo, ce bouquin. Donc. Le Seigneur de l'Arc d'Argent. Rien que dans ce nom, c'est très fantasy. Ouais, Gemmel, il est quand même connu pour... Non, mais je les lirai un jour, tu vois. Sur ma pile à lire géante. On pourra aussi faire un MMA là-dessus. Bon. Ben oui, hein. On a tout dit, non? Je crois qu'on a tout dit. Hein. Je réfléchis à toute vitesse, mais je ne trouve rien de bien nouveau à dire. Voilà, à part vous conseiller quand même de lire Palace parce qu'on l'a tous quand même globalement beaucoup aimé. Carrément. Donc, et recommandez-le aussi aux ados qui passent autour de vous. Parce qu'ils l'aimeront probablement encore plus que nous. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, n'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo, regarder nos autres émissions des manuscrits de Mestre Aemon si vous en avez raté quelques-unes, et également de vous abonner à nos podcasts, notamment on a des podcasts toutes les semaines avec lundi prochain, si je ne m'abuse, un épisode de notre série consacrée au feu noir, où on va parler des inspirations historiques autour des feux noirs, ça va être vachement intéressant. Et vous avez également la chandelle de verre de Werther qui vous attend. Cette semaine, on a sorti une théorie autour de l'identité de Criff le Jeune, qui est hyper intéressante à écouter. Donc allez-y, c'est trop cool. Et vous avez également la Gardez-vous de Chao qui est partie du côté de Disneyland Paris récemment. On a parlé avec des membres de Chronique Disney de leur rapport au Trône de Fer et des ponts qu'il y avait entre l'univers Disney et l'univers du Trône de Fer, et c'est hyper intéressant à écouter. Donc voilà, faites un tour sur la chaîne de la Garde de Nuit, et puis surtout venez nous voir sur le forum de la Garde de Nuit, sur le blog. En plus, il y a des news aussi autour de l'univers du Trône de Fer, puisque on a appris récemment qu'il allait peut-être y avoir un film / peut-être même une série autour de la conquête d'Aegon le Conquérant. Donc voilà, on vous dit tout sur le blog. N'hésitez pas. Voilà, donc suivez la garde de nuit, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Et mettez-nous plein de petits cœurs partout. Et surtout, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Oui, merci. Des gros bisous à tous. Et bonne fin de soirée. Bisous. Salut, à la prochaine. À la prochaine.